La Cotimo vous est présentée par Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de la Cotimo, une émission évidemment en partenariat avec Bismart et Radio Imo. Je suis ravie de vous retrouver, Sylvain. C'est un jour très sérieux, je crois. Oui, bonjour Eva et merci à toutes et à tous d'être avec nous. C'est un jour sérieux parce que les jeudis c'est politique et c'est parti pour Politique Imo. Alors, effectivement, on n'est plus certain d'avoir toujours envie d'avoir la semaine des 4 jeudis, mais en tout cas, on parle politique, les lois, les idées, les engagements, les espérances, les visions, l'inflation normative qui pèse parfois sur l'immobilier. C'est un univers qui est foisonnement, souvent complexe, même très complexe. Et on va vous en parler pour en saisir, Eva, toute la substance. Tout à fait, Sylvain. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui, nous évoquerons les attentes des professionnels de l'immobilier sous la nouvelle ère Macron. Nous vous proposerons également un focus sur l'inflation de la réglementation qu'on évoque aussi régulièrement dans cette émission. Nos deux invités du jour seront Stéphane Fritz, PDG de Guy Môquet, ainsi qu'Alain Cohen, avocat associé au cabinet SVA Avocat. Restez avec nous, la Cotimo, c'est tout de suite. Et oui, Eva, les attentes des professionnels de l'immobilier en matière de normes, et on peut même dire d'inflation normative, sont très fortes. Ce que demande l'immobilier, c'est surtout un peu de calme. C'est un peu le forum ou le fantôme de l'opéra du gouvernement en ce moment. Quelles sont-elles, ces attentes, en ce début de seconde mandature de Emmanuel Macron? Et sans s'attarder davantage, on va faire le point tout de suite avec notre invité qui est un grand patron de l'immobilier. Il dirige le réseau Guy Môquet, il est son président. Il nous fait le plaisir d'être en duplex depuis le Maroc avec nous, Stéphane Fritz. Bonjour Stéphane. Bonjour Sylvain, bonjour Eva, bonjour à toutes et tous. Merci Stéphane d'être avec nous. Stéphane Fritz, vous êtes, je rappelle, donc le PDG de Guy Môquet, qui est un réseau aujourd'hui, qui est l'un des principaux réseaux immobiliers français. Alors, la première question que je vais vous poser, Stéphane, c'est que pensez-vous de ce fameux secrétariat d'État dédié au logement et à l'habitat durable qui a été annoncé, qui va être placé sous l'égide du ministère de la Transition écologique et de la cohésion du territoire? Est-ce que c'est encore bis repetita, c'est-à-dire on a un second mandat avec on reprend les mêmes et on joue? Et on se dit adieu le ministère du Logement que vous souteniez, adieu finalement une vraie politique du logement. Comment vous avez interprété la composition de ce nouveau gouvernement, surtout que ce gouvernement sera certainement un gouvernement d'union peut-être nationale ou de recomposition? Alors déjà, on va attendre la composition du gouvernement avant de se positionner. J'espère que d'ici là, la Première ministre et le Président prendront conscience des enjeux qui sont les enjeux aujourd'hui du logement dans son entier. Et on voit bien aujourd'hui que tout est fait un petit peu pas à la marge, mais un peu en patch. On voit que tout est décidé par Bercy ou alors par la transition écologique. Le logement, on en parle beaucoup, c'est un enjeu beaucoup plus majeur que ça. C'est comment on va vivre ensemble demain. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui dépasse les clivages politiques et dépasse aussi la temporalité politique. Les enjeux ne sont pas des enjeux à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, ce sont des enjeux à 30, à 40 ou à 50 ans. Je pense que ça peut faire consensus aujourd'hui. Donc j'espère qu'ils prendront conscience de... Maintenant, moi je ne suis pas à la place du président, je n'ai pas toutes les informations qu'il a, ni le périmètre d'action qu'il tient. Donc on attendra de voir comment il va décider d'avoir un ministère de plein exercice ou pas. Vous aviez, Stéphane Fritz, avec l'ensemble de vos collègues, remis un manifeste avec, effectivement, en réunissant des personnalités de l'immobilier auprès d'Amélie de Montchalin, suite à son exclusion des législatives. Est-ce que vous pensez finalement que ce document aura l'écho attendu? Et en sous-jacent, quelles en étaient les principales propositions? Aujourd'hui, il y a 12 propositions qui balayent un petit peu l'intégralité de ce sur quoi nous étions en consensus, ou en tout cas pas contre, on va dire, pas contre. Moi, la mesure que je soutiens le plus, c'est la refonte de la fiscalité. Aujourd'hui, la refonte de la fiscalité avec un vrai projet à la clé. Encore une fois, je le redis, le logement, c'est pas seulement une fiscalité, c'est pas seulement la transition écologique, même si elle est importante. 25% des gaz à effet de serre viennent du bâti. La rénovation écologique fait consensus, personne ne va contre. Elle va créer de l'emploi, elle est importante aujourd'hui dans ce qu'on fait, mais il n'y a pas que ça.
Donc je pense que le Collège des penseurs s'est réuni sur ce qui faisait consensus pour tous. On a proposé une douzaine, on a donné à Amélie de Montchalin ce manifeste. Après qu'il soit Amélie de Montchalin ou une autre personne, ça ne changera pas aujourd'hui la position. C'est une position aujourd'hui des professionnels de l'immobilier, mais des professionnels de l'immobilier, surtout pour les Français. Nous sommes un magnifique observatoire aujourd'hui national. C'est nous qui sommes au contact des Français aujourd'hui quand il s'agit d'acheter, de vendre, de louer ou d'investir. Donc je pense qu'il est important de nous écouter. Qu'est-ce qui a changé parce qu'il y a le Covid, évidemment, qui est passé par là. On a fait 5 ans déjà avec ce président de la République, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a changé, vous, dans vos attentes exactement là, après ces 2 dernières années de Covid, entre ce que vous demandiez peut-être voilà, il y a 3 ans et ce que vous demandez aujourd'hui ? Encore une fois, on fait le relais des attentes des Français. Le marché est extrêmement dynamique aujourd'hui pour les professionnels de l'immobilier. Je ne voudrais pas faire le petit garçon gâté qui fait des demandes. Moi, je n'ai aucune demande aujourd'hui. La seule demande que je pousse vers le gouvernement, c'est celle de former ou d'obliger à former un peu plus les collaborateurs qui sont en face de nos clients. Mais en dehors de ça, je ne vois pas, enfin, je n'ai pas de demande de professionnel aujourd'hui, ou en tant que professionnel, je n'ai pas de demande particulière. Aujourd'hui, on a besoin d'une fiscalité pérenne, on a besoin d'un projet à plus long terme. Et voilà, donc c'est un peu ce qui fait. On a l'impression que c'est traité à chaque fois par patch. C'est traité de façon politique. Quand on fait aujourd'hui le plafonnement de la hausse des loyers, c'est évidemment politique. À mon sens, c'est une mesurette. Alors justement. Donc il n'y a pas grand-chose qui a changé. Aujourd'hui, on n'a toujours pas un grand projet et un grand ministère. Alors justement, Stéphane Fritz, on l'avait sous le gouvernement précédent et avant avec François Hollande. On a vu tout à l'heure une infographie sur la mésestime qu'ont parfois les personnes en général, parfois à l'égard des agents immobiliers. Il y avait un rappel des propos qui ont été très durs à l'encontre des professionnels qui avaient été fait par Cécile Duflot, qui était la ministre à l'époque. Est-ce que vous pensez que finalement, sur les 3 gouvernements précédents, Emmanuel Macron ne fait que suivre une politique qui a mis le logement des Français dans une situation finalement dans laquelle il n'y a pas réellement de vision? On voit qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui cherchent un logement, qui ont du mal à se loger. On a l'impression que les agents immobiliers sont toujours la variable d'ajustement des politiques publiques. Pas les agents immobiliers, puis la mésestime, elle n'existe pas réellement. Elle est une perception des Français, et je peux comprendre que quelqu'un qui en connaît plus que l'agent immobilier qui est en face de lui sur la chaîne de production pour acheter, pour vendre, pour investir ou pour louer, soit mécontent de payer les honoraires. Mais globalement, c'est un peu comme les garagistes, quand vous avez un bon, vous le recommandez. Quand on a un bon agent immobilier, et on voit bien, la part des professionnels ne cesse de croître. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on aime plutôt bien son agent immobilier. Maintenant, ce qu'on n'aime pas, c'est les bons et les mauvais. La vraie différence, c'est entre les bons et les mauvais. S'agissant des gouvernements, le gouvernement Macron, je ne crois pas qu'on ait eu de mauvaises choses. On a eu déjà un record de transactions. Il y a eu il y a eu des taux bas aujourd'hui. On peut pas. Et puis le gouvernement Macron, il a quand même essuyé 2 années de crise majeure quand même. Donc c'est pas neutre. Donc on peut déjà pas les comparer. Puis après, ce qui s'est passé avec les gouvernements Hollande ou avec Cécile Duflot, très sincèrement, je n'ai pas très envie de les commenter. Ça, voilà, c'est passé, c'était hier. J'ai pas de remarques à faire sur ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait demain? Comment on peut se fédérer autour d'un projet commun qui est, pour moi, bien au-delà de la transition écologique ou même de la fiscalité, c'est comment on va habiter ensemble demain, comment on va inclure tout le monde dans ce schéma-là, comment on va embarquer tout le monde sur ce sujet-là. Et ça, à mon sens, ça nécessite une chose, qu'on mette un projet et toutes les personnes mobilisées à la table. Et puis en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la fiscalité qui est avec nous, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la fiscalité aujourd'hui du logement dans son entier, c'est 80 milliards d'euros de rentrée et à peine 38 milliards d'aides. En réalité, c'est 42 milliards d'excédents. Donc c'est quand même un segment aujourd'hui qui se porte plutôt pas mal. Alors justement, Stéphane, on va continuer sur ce sujet. On a estimé effectivement qu'il y avait à
peu près, grosso modo, 4 800 000 logements, source du ministère, qui seront retirés du marché à cause des étiquettes énergétiques F et G. La FNAIM communique, elle, sur 12 millions de logements, d'autres syndicats sur 6 millions de logements. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème d'offre, parce que c'est pas la demande est très forte, qu'il y a un vrai problème d'offre en général dans le pays, vous qui avez un réseau implanté partout en France, est-ce que vous sentez, à la lumière finalement d'une inflation qui est en train de gagner, un ralentissement de l'activité immobilière, et allons-nous vers un durcissement finalement du marché ou pas? Alors, plusieurs choses dans ce que vous dites. Déjà, on voit bien que les chiffres sont mauvais puisque tout le monde en a un et c'est jamais le bon. Et c'est jamais surtout le même. Globalement, par contre, on sait qu'il y a un certain nombre de logements qui vont sortir du parc locatif et qui vont mettre les gens sur dehors. Et ça a fait sens. Aujourd'hui, le calendrier du DPE, de la mise en place du DPE, qui est une bonne chose à l'origine. Le calendrier est à revoir. J'espère qu'on ne va pas attendre un cataclysme pour pouvoir revoir ce calendrier et lui donner une cohérence. Parce qu'aujourd'hui, même si on voulait forcer les personnes à faire, on ne trouve même pas les artisans pour faire. Donc il y a un moment donné, il va falloir remettre l'outil sur les tableaux. Donc ça, c'est le premier sujet. Sur le deuxième sujet, est-ce que ça va se contracter ou pas? Déjà, moi, je ne suis pas Madame Irma, donc je suis incapable de le dire ce qui va se passer à un an. On a une visibilité à 3, 4 ou 5 mois. En revanche, il y a des signes avant-coureurs. Les signes avant-coureurs, c'est aujourd'hui, les taux montent. Ils vont monter à 2 à 3, même si ce n'est pas dramatique en soi, dans l'absolu. Que ça monte à 2 ou 3, on savait très bien qu'à un moment donné, ça remonterait. Il y a aujourd'hui le pouvoir d'achat des Français qui est quand même pas mal grévé par l'augmentation des matières premières, qui n'a encore pas, aujourd'hui, n'a pas impacté tous les prix. L'énergie, et si ça devait durer, entre la perte de pouvoir d'achat par l'augmentation des matières premières plus l'augmentation des taux, oui, on peut avoir une contraction de marché. Est-ce qu'elle sera durable? Non, je ne pense pas. Mais par contre, elle peut être une contraction de marché, ça peut faire mal. On l'a vu pendant la crise des subprimes. Qu'est-ce que vous demandez aux politiques, Stéphane Fritz, en tant que patron de l'immobilier aujourd'hui? Alors, en tant que patron de l'immobilier, très sincèrement, encore une fois, on est des enfants gâtés. On est sur un marché extrêmement porteur. On est conseil des Français, que ce soit dans une période de crise ou pas, et peut-être plus dans une période de crise que dans une période faste. Donc, j'ai rien à demander pour mon métier. Mais en tant que citoyen, par contre, de la sérénité, c'est-à-dire globalement de la fiscalité, qu'elle soit au moins pérenne, qu'on ait des visions un peu plus longues que la temporalité aujourd'hui des élections, ou la temporalité politique. Le vivre ensemble, c'est un projet qui, encore une fois, qui a une temporalité de 20, 30, 40, 50 ans, et non pas de 5 ans, qui a une date d'élection. Donc c'est ça le sujet. Ce qu'on demande, c'est de la stabilité. La stabilité et une vision claire de comment on va habiter demain. Mais cette question du pouvoir d'achat... Nous, on fera le reste nous, on fera notre travail. Cette question du pouvoir d'achat, Stéphane Fritz, vous la suivez avec attention, justement, les mesures sur les prix de l'énergie, notamment, vous les suivez avec attention? C'est assez marrant parce que quand vous posez la question aux gens, ça fait penser à la façon dont on lit un bilan d'entreprise avec sa liquidité, sa solidité, ce qui est solide, ce qui est l'immobilier, ce qui est liquide, l'argent dans la caisse. Et c'est un peu la même chose. Quand on pose la question aux Français, l'immobilier, ça vient en termes de crainte en 6e ou en 5 ou 6e position. Et le premier, c'est l'alimentaire d'abord. Donc on voit bien comme quoi, alors que pourtant, aujourd'hui, l'immobilier, ça impacte dans le budget des familles entre 25 et 30%. Ça devrait être premier, et ça ne l'est pas. Donc oui, bien sûr qu'on suit ça avec beaucoup d'attention, mais on le suit à l'aune aujourd'hui des gens qui peuvent acheter et pas. Pour l'instant, on ne voit pas de contraction sur 2022. On pense même faire une bonne année en 2022. En revanche, en 2023, si ça devait durer et durcir, l'histoire, il faudra reposer la question à ce moment-là. Alors justement, une dernière question rapidement, Stéphane Fritz. Les élections législatives ont eu lieu. On voit bien que la question du pouvoir d'achat prédomine, mais elle prédomine très largement. Juste rapidement, avec votre collège de penseurs, comment vous interprétez le fait que le premier poste des dépenses des Français, qui est le logement, soit si mal traduit dans les actes au niveau politique, à votre avis? Parce que si jamais les politiques ont fait la même enquête que nous, ils verront qu'aujourd'hui, dans la préoccupation des Français, l'immobilier ne vient pas en premier. Et je peux comprendre. Après, cette position, elle sera la sienne, et puis ce sera où ça réussit, où ça défaite. Mais le président, c'est lui le patron. Pour moi, c'est lui qui a le niveau d'information nécessaire pour faire. Je ne me plaindrai pas qu'il n'y ait pas un ministre de plein exercice. Je souhaiterais qu'il y en ait un, d'accord, mais je ne m'en plaindrai pas.
Donc aujourd'hui, je souhaiterais qu'il y ait ça, et aussi qu'on mette à la table tous les acteurs pour réfléchir à comment on va habiter demain. C'est tout ma demande, hein. Je n'ai rien d'autre à demander aujourd'hui, encore une fois. Nous, on fera notre boulot, hein, avec ou sans eux. Hein. Merci Stéphane Fries d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans la Côte Imo. Je le rappelle, vous êtes le PDG de Guy Hockey. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre vision. Merci Sylvain. La Côte Imo, ça continue. Inflation de la législation, comment s'y retrouver? On ouvre le sujet tout de suite avec notre invité du jour, Alain Cohen-Boulakia, avocat associé au sein du cabinet SVA Avocat. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. Merci beaucoup de nous accompagner. Est-ce que trop de réglementation tue la réglementation? Voilà, question assez simple, on commence direct. Ah ben oui, bien sûr. Le trop-plein crée le vide, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a trop de législation, tout simplement, les gens n'ont pas le temps d'assimiler une nouvelle réglementation, de la comprendre, de la respecter, que tout aussitôt, une nouvelle loi arrive qui va peut-être venir contredire la première, plus personne ne s'y retrouve. Alors je sais bien, ça peut faire les choux gras des juristes, mais nous-mêmes, les juristes, on est un petit peu perdus, parce que non seulement il y a une inflation de textes, trop de textes, des textes contradictoires, une juxtaposition de textes, et finalement, tout ça crée le contraire de l'objectif de la loi, c'est-à-dire une insécurité juridique. Et depuis quand vous constatez cette inflation de la réglementation? Est-ce que vous avez réussi à trouver un moment où ça aurait commencé? Je pense que ça a dû commencer il y a une trentaine d'années. Je ne saurais pas situer, mais je pense que c'est de pire en pire quand même. Sylvain? Alors justement, on va dire que la loi qui normalise et rééquilibre pour la première fois les rapports entre bailleurs et locataires, c'est la loi Quillot. Oui, il y avait la loi de 48 quand même. Alors la loi de 48 qui a été... Alors certains disent qu'elle a été formidable pour donner la possibilité d'accès au logement, mais ça a surtout été une loi pour certains autres qui a appauvri les bâtiments, parce qu'effectivement, ça figeait les loyers dans le temps, et donc du coup, c'était plus rentable de rénover les bâtiments. On veut recommencer d'ailleurs. Alors, j'aimerais qu'on parte justement d'il y a 40 ans, quasiment jour pour jour. En 1982, Roger Quillot, loi éponyme, la loi Quillot, qui était d'ailleurs, pour le rappeler, grammairien et un proche d'Albert Camus. C'était l'idée de la loi Quillot, c'était de rapprocher, en fait, de créer une symétrie, on va dire consensuelle, entre les rapports bailleurs-locataires, pour ne pas finalement faire en sorte qu'on a des bailleurs qui finalement profitaient d'une certaine position, notamment financière, pour pouvoir louer parfois même des appartements qu'on pourrait aujourd'hui qualifier, c'est paradoxal mais vrai, de véritables taudis. La droite de l'époque avait d'ailleurs férocement combattu cette loi. Cette loi s'est vue remplacée par la fameuse loi Méhaignerie, qui a été aussi un grand ministre du logement, pour le rappeler. Quillot et Méhaignerie ont été vraiment de grands ministres. Il y a aussi Pierre-André Périssol aussi, qui a été un grand ministre, et Jean-Louis Borloo. Pourquoi aujourd'hui, 40 ans après, je sais que vous êtes spécialisé dans les contentieux aussi en matière de droit immobilier, vous avez cette réputation sur le marché, pourquoi on est encore aujourd'hui dans la gestion des rapports un peu conflictuels entre bailleurs et locataires, les syndicats de copropriété, la copropriété? Alors, ce qui a été créé par... vous avez tout à fait raison d'avoir rappelé cet historique, parce que c'est très important, cet historique. Alors, il y a eu la loi de 82, il y a eu la loi de 86, et puis après, il y a eu la loi de 89. Et aujourd'hui, on est toujours soumis par la loi de 89, qui a été revue et visitée notamment par la loi Allure. Mais tout ça, pour tout ça, on part du principe, peut-être aujourd'hui un peu trop, que c'est le locataire qui doit être protégé. Oui, on a l'impression. Et on part du principe que sur le marché, seul le locataire mérite d'être protégé. Or, la pratique fait que, quelquefois, on s'aperçoit que dans certains contentieux, le bailleur n'est pas protégé, et c'est le locataire qui devient surprotégé. Parce que, bien sûr, l'abus fait le poison partout. Et aujourd'hui, on a et c'est pas politique ce que je dis. On a une position aujourd'hui des locataires qui est peut-être trop confortable. Dans quel cas, par exemple, si vous avez des exemples sur cette question de la rénovation énergétique, par exemple, le locataire qui peut se retourner contre son propriétaire? Je vais vous dire un cas très simple que tout le monde connaît. Comme ça, au moins, on sera dans le domaine connu de tous. Le paiement des loyers. Le paiement des loyers. Oui. Le locataire qui aujourd'hui décide
de ne pas payer le loyer. Moi, j'ai connu le cas d'une vieille dame, et je vous assure que j'ai connu ce cas, d'une vieille dame de 80 ans, pour qui le seul revenu, mis à part une petite retraite, c'était le loyer de son appartement. Son locataire n'a pas payé le loyer pendant 2 ans, pendant 3 ans, et elle a mis 2 ans ou 3 ans avant de parvenir à l'expulsion de son locataire, qui avait décidé de ne pas payer le loyer, parce qu'on a des lois qui sont... C'est pas la loi qui est d'ailleurs trop protectrice, c'est la pratique de cette loi qui devient trop en faveur du locataire. Et aujourd'hui, on a peut-être besoin de réfléchir, de rééquilibrer. Je vais vous prendre un autre exemple. C'est les relations entre vendeurs et acquéreurs d'un immeuble. En vertu de quoi on a décidé que celui qui méritait le plus d'être protégé en matière de vente d'immeubles, c'était l'acquéreur. Encore, dans les rapports entre propriétaires et locataires, on peut comprendre qu'il y ait un souci, disons, de protection du faible par rapport au fort, et on peut imaginer que le faible, ce soit le locataire, et le fort, ce soit le bailleur. Mais entre acquéreur et vendeur, vous pensez réellement que dans tous les cas de figure, c'est l'acquéreur qui mérite d'être protégé? Pourtant, la législation ne penche que du côté de l'acquéreur. Alors justement, on voit bien que la loi... vient suppléer à ce que la morale, je reprends les termes d'Albert Camus, où Roger Quillot était proche, vient suppléer finalement au manque de morale dans la cohésion de nos sociétés. On le voit bien d'ailleurs. Là où la morale échoue, on légifère. Parce que on est sur un droit synalagmatique, on est sur un droit consensuel, un droit entre les parties. Ça devrait normalement bien se passer. Et pourtant, les gouvernements, depuis 40 ans, ne cessent finalement de combler cette brèche, et vous avez raison, côté locataire, côté consommateur. Question, est-ce que cette inflation normative, ces lois qui ne visent finalement qu'à essayer de planifier la politique du logement, parce que quand on a une loi ou des projets de loi qui réglementent les loyers, par exemple, ou qui essaient d'encadrer les loyers, c'est une façon de dire, par exemple, à l'instar de ce que vous faites, vous, les avocats, si demain matin, on vous disait que vos honoraires sont plafonnés, par exemple, ou sont réglementés, c'est quoi la tentation, si on prend un peu de hauteur? Est-ce que c'est une tentation jacobine de vouloir planifier et de ne plus laisser cette liberté d'entreprise ou d'entreprendre, qui est le sel finalement de notre République? Est-ce qu'il n'y a pas un glissement, vous qui êtes avocat, du droit vers une judiciarisation ou une hyper-réglementation qui finalement vise à tout encadrer, y compris les actes de la liberté, de notre liberté privée, quotidienne? Et ces entraves-là sont-elles de nature finalement, surtout en ce qui concerne l'habitat, à essayer de limiter les actions des professionnels de l'immobilier? Je ne pense pas que le but du jeu soit de limiter, disons, la marge de manœuvre des professionnels, mais je pense par contre qu'il y a une très grosse intrusion dans tous les domaines du droit à la consommation. Ça se traduit, ce que vous dites en fait. Effectivement, vous avez tout à fait raison, cette espèce de moralisation constante, etc., se traduit juridiquement par le droit de la consommation. Et ce droit de la consommation, je m'excuse, je suis obligatoirement un peu technique, vient en quelque sorte de manière transversale occuper tout le champ des contrats. Aussi bien les contrats de vente de maisons individuelles, les contrats de promotion, les VFA, les baux, tout ça, c'est envahi par le droit à la consommation. Et le droit de la consommation, il a comme ça quelques grandes entrées. Et parmi ces grandes entrées, il y a l'information préalable, l'information, toujours plus d'informations, et toujours plus d'informations avant de contracter, donc toujours plus de contrôle de l'information, et surtout une immixtion du législateur dans le contrat et la remise en cause des contrats, par le biais notamment de la sanction des clauses abusives. Donc, finalement, l'État devient presque le tiers au contrat, quelque part. On n'est plus sur un contrat bilatéral, mais sur un cas avec un tiers au contrat qui finalement dispose de ce pouvoir législatif à modifier, quand il le souhaite, les règles contractuelles. Disons qu'il laisse la possibilité au juge de le faire. Dans la plupart des cas, il laisse la possibilité au juge de le faire, mais ce juge, en quelque sorte, au travers du contrôle des clauses abusives, a la possibilité de revenir sur les accords qui ont pu être conclus. Et donc, finalement,
au travers de ça, on en arrive à une totale désaffection de la volonté contractuelle. Et si vous prenez quelqu'un dans la rue, il a toujours l'impression que lorsqu'il signe quelque chose, il va avoir la possibilité de se rétracter. C'est très intéressant. Pour revenir à la question du début, trop de réglementation, tutelle la réglementation, est-ce que vous auriez des exemples concrets sur la question du logement donc à nous donner, où des fois les règles qu'on applique, qu'on réapplique, qu'on surapplique viendraient carrément se contredire. Voilà. Oui. Des fois elles viennent s'entrechoquer, des fois elles viennent même carrément se contredire. Il y en a plein. Ouais. Pourquoi faire simple, hein, vous allez me dire, heureusement pour les avocats, mais puisqu'on est sur le droit à la consommation, je vais vous donner un exemple. Alors, il est un peu technique cet exemple, mais il concerne tout le monde. Vous avez un mandat de vente qui est signé entre un agent immobilier et un vendeur d'un appartement. Et ce contrat, comme la plupart aujourd'hui des mandats, est signé de manière électronique à distance. Donc à partir du moment où il est signé à distance, le vendeur, signataire du mandat de vente, a la possibilité de se rétracter dans le délai de 14 jours. Il peut se rétracter. Mais comme l'agent immobilier a envie quand même de mettre sur le marché tout de suite l'appartement, et comme le vendeur, il a envie que son appartement il soit mis sur le marché tout de suite aussi, il va y avoir un document qui peut être signé, parce que la loi le prévoit, mais c'est une loi en matière de droit à la consommation. C'est pas une loi en matière de mandat de vente, mais elle s'applique. Et donc, le vendeur va signer une autorisation à l'agent immobilier pour mettre tout de suite le bien sur le marché sans attendre l'expiration du délai de rétractation. Et dans le délai de 14 jours, l'agent immobilier trouve un client. C'est parfait, cet agent immobilier. Le problème, c'est que si on applique le droit de la consommation, le consommateur qui a signé le mandat, il a la possibilité de se rétracter pendant le délai de 14 jours. Ce qui fait qu'en réalité, vont venir se heurter des règles concernant le droit à la consommation avec des règles concernant le mandat immobilier. Résultat des courses, le client va pouvoir se rétracter alors que l'agent immobilier a trouvé l'acquéreur et que l'autorisation a été donnée par le client à l'agent immobilier de mettre sur le marché le bien immobilier pendant un délai de 14 jours. Donc on a bien deux règles qui s'entrechoquent, alors qu'en droit de la consommation, l'entreprise qui a été évincée a le droit d'avoir une partie de la rémunération en cas de rétractation pendant le délai de 14 jours, alors que si l'on applique la loi Hoguet, l'article 6 de la loi Hoguet pour être précis, l'agent immobilier n'a droit à rien parce que l'opération n'a pas été réalisée. Donc voilà en quelque sorte deux réglementations, je m'excuse d'avoir été un peu long, mais deux réglementations qui viennent s'entrechoquer et qui font qu'il y a une totale insécurité juridique. Alors, il est bientôt l'heure de nous quitter, il reste un peu moins d'une minute. Je voudrais juste simplement, si vous deviez comme ça donner une phrase pour conclure cette interview sur le sujet extrêmement intéressante, qu'est-ce que vous demanderiez, qu'est-ce que demanderaient vos clients? Je sais que vous êtes un gros cabinet spécialisé en immobilier en France. Qu'est-ce que vous demanderiez? Est-ce que vous demanderiez un apaisement législatif, un moratoire sur la norme, des suppressions de normes? Qu'est-ce que vous feriez? Alors, vous savez, je vais vous dire quelque chose de très simple, parce que moi, je suis quelqu'un à la base. Je demanderais aux législateurs, que ce soit en matière réglementaire ou en matière législative, avant de pondre une nouvelle loi, avant de pondre un nouveau texte, de voir si vraiment c'est nécessaire. Merci, une très bonne conclusion. Merci beaucoup Alain Cohen-Boulacca d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes avocat associé au sein du cabinet SVA Avocat. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci pour tous ces exemples très concrets. Merci Sylvain. Merci Eva, merci Alain Cohen-Boulacca. Je rappelle que vous êtes effectivement avocat à suivre avec beaucoup de vigilance. C'est la fin de cette émission et j'espère que ça vous a plu. Bien évidemment, on parle politique, on parle de réglementation, c'est tous les jeudis d'ailleurs. Ce programme est bien sûr diffusé sur Bismart et sur Radio Imo. Demain, on va parler patrimoine, architecture, on va parler beauté, parce que la beauté est souvent dans l'œil de celui qui la regarde. Belle journée à tous. La Côte Imo vous a été présentée par Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.